Et donc les gens étaient un peu épatés de voir un blanc, voilà, se baigner dans le Gange. Donc c'était quelque chose. Bonjour, bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. La première fois que j'ai fait du stop, j'avais 19 ans, c'était en Norvège et en 2 mois, je n'ai pas payé un seul transport dans ce pays. Depuis cette expérience concluante, j'ai traversé le Portugal en stop. J'en ai fait en Ukraine, au Sénégal, à Madagascar, à Maurice et même en France. La leçon est toujours la même, les gens sont gentils. Bien qu'entre chaque voiture, il y a toujours du monde pour me dire que le stop, ça ne marche plus, c'est fini, on est trop individualiste et hop, la seconde d'après, une nouvelle voiture qui me prend. Il y a un petit côté addictif dans le fait de faire du stop. Plus on en fait, plus on veut continuer, plus on va aller loin. Certains pètent clairement des câbles et se mettent des défis assez fous, rejoindre l'île la plus éloignée de France, entièrement en stop, une île au large de la Nouvelle-Zélande. Ce jeune fada qui veut rejoindre la Nouvelle-Zélande en stop, c'est Lucas Vénère. Pas plus énervé que ça, mais très déterminé. En février 2023, il s'est lancé sur les routes et ma foi, il est bien parti pour réussir son pari. En 9 mois, il est arrivé jusqu'au Vietnam d'où il va nous parler. Sur son chemin, il a croisé le Dalai Lama, des trafiquants en tout genre, une prison, des tempêtes, des bateaux, des camions, des scooters. Il s'est même baigné dans le fleuve le plus pollué du monde. Il va nous raconter ce qu'il a vu, goûté, appris, avec son pouce, pour un. Bonjour Lucas. Bonjour Béranger. Merci d'être dispo pour nous raconter ton épopée. Avec toi, on va parler de ton périple évidemment, mais vu que tu aimes bien prendre du temps pour écrire et réfléchir, on va aussi parler du sens d'un tel voyage, des leçons apprises, de la solitude. On va rentrer dans tes pensées. Mais revenons en arrière, samedi 4 février, un certain Lucas finit son sac, met sa brosse à dents dans sa trousse de toilette en haut de son sac, glisse un petit sachet de biscuits Brebion dans un coin pour qu'il ne soit pas écrasé, ferme son sac, le met devant la porte et fait ses adieux au village de Liverdun qui s'est rassemblé pour lui. En fait, rien que d'écrire cette partie-là, je me sens stressé parce que je pense au départ, enfin le jour J, qui sans être exceptionnel, restera le plus mémorable de l'aventure. À quoi tu pensais ce jour-là? Est-ce que tu avais des angoisses? Comment tu te sentais? Raconte-nous ce jour où tu t'es lancé sur les routes pour rejoindre le point le plus éloigné de France en stop. Je pense que j'étais tout simplement, je m'en souviens très bien, j'étais complètement excité, c'est pas possible, j'étais une pile électrique, j'ai quasiment pas pu dormir de la nuit, j'étais débordant d'énergie, tout simplement pour la bonne raison que moi en fait j'ai ce rêve de faire le tour du monde depuis le Covid et que ça faisait 3 ans que j'avais cette idée en tête, mais 3 ans que soit je la repoussais parce que le Covid était toujours présent, soit parce que j'avais mes études, soit il y avait d'autres facteurs. Ce qui fait que j'ai attendu de terminer complètement mes études, qu'on ne parle plus trop du Covid, pour me lancer. Et donc c'était en fait une immense fierté. J'aime à dire que dans le sport, Pierre de Coubertin disait que la plus belle des victoires, c'était d'être sur la ligne de départ. Et pour ce voyage, c'était le cas. Donc beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que je pense que j'étais dans un état second. J'ai failli ne pas dire au revoir à mes parents, parce que voilà, lorsqu'il y a eu la cérémonie pour couper le rideau, j'étais parti. Donc non, j'étais vraiment très très excité et heureux de pouvoir enfin commencer parce que lorsqu'on prépare un voyage, c'est bien, c'est intéressant, mais bon, il y a des parties peut-être un peu moins drôles et donc me dire que voilà, j'allais faire un voyage en autostop, que ça allait commencer, ouais, c'était quelque chose. Est-ce que tu avais des petites angoisses? Tu te disais, oh là, j'espère que je vais pas dormir à Liverdun ce soir ou ce genre de choses? Non, pas du tout. J'ai toujours eu une bonne confiance en l'autostop. Donc j'avais déjà fait des voyages par le passé, que ce soit Royaume-Uni, en Europe de l'Est, etc. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'autostop est aléatoire. Moi, peut-être du point de vue de l'ingénieur, je dirais que c'est des statistiques. Donc je sais que par exemple, dans telle région de France, on va attendre entre 5 et 15 minutes. Mais voilà, on n'attend pas 3 heures. Si on attend 3 heures, c'est parce que il y a quelque chose qui va pas avec soi, qu'on tend pas le pouce, qu'on n'est pas au bon endroit, ou voilà. Donc non, il y avait pas de souci. Et même ce qui était un peu stressant, c'est qu'il fallait que j'aille le soir chez une tante qui était dans le sud de Lyon. Donc ça faisait quand même plus de 5 heures de conduite. Et en fait, j'ai trouvé une première voiture qui m'a emmené assez rapidement à l'autoroute. Et de là, j'ai trouvé des Belges qui descendaient dans le sud.
Et comme ça, j'ai pu arriver pour prendre le thé vers 16 heures chez ma tante. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Ok, ouais, dès le début, tu savais déjà où tu dormais le soir. Finalement, tu étais plus stressé d'arriver à temps que de pas trouver un endroit où dormir. Tout à fait, ouais, c'est que j'en ai profité ça a été le cas, voilà, en Europe. Bah, en France, bah voilà, j'ai pu dormir un peu chez la famille ou les amis des amis. Donc j'ai pu dormir comme ça, voilà, chez ma tante dans le sud de Lyon. Il y avait également mon cousin à Montpellier, mon oncle dans le sud de la France, et comme ça j'ai pu avoir 3-4 nuits chez les membres de la famille que j'ai pu leur dire au revoir avant de partir. Et ensuite, quand j'étais en Italie ou par exemple en Turquie, j'ai pu retrouver des amis que je m'étais fait, des amitiés que je m'étais faites lors de mon Erasmus. Donc ça faisait plaisir de revoir ces gens avant de partir pour le grand bain. Car lorsqu'on se lance dans un tel périple, lorsqu'on est encore en Italie ou en Grèce, on n'est pas vraiment à l'étranger, on va dire. Alors ce jour-là, tu as fait un saut dans le peut-être quotidien. Tu te disais peut-être que j'aurai une voiture. Bon, tu viens de nous dire, scientifiquement parlant, on aura une voiture si on attend peut-être 3 heures maximum. Peut-être que j'arriverai à certains endroits. Tu viens de le dire, peut-être que je ne serai pas chez ma tante ce soir. Peut-être que je vais rester planté là. Comment tu voyais l'avenir au début? Est-ce que, est-ce qu'il y avait des frontières que tu redoutais? Est-ce qu'il y avait des moments où tu étais vraiment pris de doute ou des endroits que tu redoutes? Comment tu voyais ça au début? Ouais, il y avait par exemple deux choses qui me faisaient peur, c'est que ce soit d'arriver en retard. Vraiment en France ou partout dans la vie, je déteste être en retard. Je suis toujours en avance, etc. Et donc là, je me dis, bah ça peut être bien d'aller voir les membres de ma famille, d'aller voir des amis ou même par exemple des personnes sur Couchsurfing, mais ça me donne des dates. Et donc ça, c'est un stress en plus, c'est qu'on peut pas trop se permettre d'être en retard. Donc c'était un petit peu ma hantise qui fait que voilà, il fallait prévoir un petit peu plus de marge. Et le deuxième stress, c'était de dormir dehors. Et en fait, j'ai eu une chance, je pense extrême en fait dans ce voyage, c'est que ma deuxième nuit en Italie, j'ai passé ma première nuit à Pise, donc j'ai pu voir la célèbre tour. Et en fait, il y a eu un problème avec des gens qui avaient oublié leur téléphone dans une station-service, ce qui fait qu'en fait, ils devaient m'emmener voilà une ville où je devais qui m'avançait beaucoup, mais en fait, ils ont fait un détour. Les gens étaient complètement paniqués, donc je voulais pas trop les perturber, mais ça m'a fait perdre 2 heures et j'étais encore au mois de février, ce qui fait qu'au mois de février, le soleil se couche, on va dire, assez tôt. Et en fait, je me suis retrouvé en Italie, c'était en Toscane. Il était 17h30, il faisait nuit noire et il faisait -1. La nuit s'est descendue à -3 et en fait, c'était assez mal fait, mais en fait, il y avait qu'un pont pour aller au village. Et en fait, il n'y avait pas d'autres villages dans les environs. Et en fait, le pont, c'était 800 mètres non éclairé. Donc, je me dis, OK, je préfère avoir froid que me faire écraser. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai planté la toile de tente dans un froid extrême. Moi, je sais pas, tu viens d'où en France, mais moi, je viens de Nancy, ce qui fait que dans l'est de la France, je me dis, bah, l'Italie, même si on est en février, je serai en t-shirt, il fera 25 degrés. Pas du tout. Et en fait, cette nuit-là, il a fait -3. Et la toile de tente était gelée le lendemain matin. J'ai eu extrêmement froid. Mais bah même si j'ai eu froid, le sac de couchage était quand même performant. Après, je me suis trouvé des gants, etc. Et en fait, je me suis dit que toutes les nuits que je ferais après dans l'avenir ne pourraient pas être pires que cette nuit. Et en fait, ça a été une chance extrême parce que je n'ai jamais été stressé de pas trouver un hébergement, pas stressé s'il fallait que je plante ma toile de tente quelque part, pas stressé si je pouvais juste mettre mon matelas dans un restaurant, pas stressé si je devais dormir à même le sol dans une mosquée ou dans un temple hindou, etc. Ça a vraiment été une grande chance parce que ouais, le froid, l'inconfort c'est quelque chose, mais le froid c'est presque dangereux. Donc c'est pour ça que ça a été, je pense, une chance dans cette aventure de vivre ma pire nuit au final, quasiment dans mes premiers jours, ma première semaine. C'était le 6e jour. Donc vraiment ça m'a aidé, et d'avoir en fait autant peur, autant stressé. Je me suis rendu compte que je m'en étais sorti, que je m'en sortirais les autres fois, et donc que rien ne pouvait m'arriver. Puis même si je devais dormir dehors, je devais dormir dehors, quoi. Ouais, et avoir sa tente et avoir son sac de couchage, ça offre un confort de te dire, bon, si jamais il commence à faire nuit, je suis pas en panique de trouver un hébergement. J'imagine tu expliquais avec Justine Placet, avec qui tu as fait une interview, que tu l'avais pas trop utilisé jusque-là, mais que tu comptais bien l'utiliser beaucoup plus dans le futur. J'imagine que c'est pour cette raison. Oui. Est-ce qu'il y avait une frontière que tu redoutais, où tu te disais, oula, si je vais arriver un petit peu en Azerbaïdjan, ça va être un peu chaud, ou il n'y avait pas ça? Non, parce qu'en fait, moi, je suis parti un peu
pas la one again, on va dire, mais j'avais peut-être préparé d'autres certains pays plus que moi. Mais c'est qu'en fait l'Azerbaïdjan maintenant avec l'Arménie, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais sinon avant pour moi c'était juste un pays du Caucase qui était à côté de la Géorgie, qui était à côté de l'Arménie. Ni plus ni moins, mais en fait, ce que je savais pas, c'est que c'était peut-être l'une des pires dictatures. Il y a plein de gens qui m'ont dit en Azerbaïdjan que leur pays était que la Russie c'était une très grande démocratie comparée à leur pays. Donc voilà, même si c'est vrai, même si c'est faux, ça donne un ordre d'idée. Donc en fait, je me suis ramené là. Je passe la frontière, je sors mon téléphone pour faire mon meilleur vlog et je me fais arrêter par l'armée. Donc voilà, ça m'a grandement refroidi. Mais au final, ça s'en est bien passé. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est la préparation. Je pense que c'est important pour les autres pays. Par exemple, je m'étais un peu plus renseigné. Je savais que voilà, la Chine, il fallait pas rigoler sur les règles, etc. Mais l'Azerbaïdjan, je me suis dit, c'est un petit pays, donc ça ira. Et au final, ça n'allait pas. Donc en fait, les frontières que j'appréhendais, bah, j'ai essayé de les éviter. Il y avait par exemple l'Iran. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais à l'époque, c'était en pleine révolution avec la fille qui voulait pas mettre le voile, qui s'était fait assassiner, etc. Donc je pouvais pas trop aller par là. L'Afghanistan, bon, c'est pas plus recommandable. Et puis la Russie, je voulais pas tellement y aller non plus. Donc ce qui fait qu'en fait le choix s'était porté sur ces pays au sud de la Russie, toutes les anciennes républiques socialistes soviétiques. Et je pensais que bah voilà, il y en a qui étaient, même si c'était des régimes autoritaires, je pensais que ça allait, mais au final il y a des régimes qui sont assez dictatoriaux et où j'étais peut-être un peu mal préparé, mais je m'en suis bien sorti. Maintenant que tu as passé un petit peu ces pays et puis que tu as 9 mois d'expérience, est-ce que maintenant tu t'en fiches, tu vas direction, tu regardes même plus les cartes et tu vas direction le sud? Comment tu fais? Est-ce que tu tends juste ton pouce et tu t'es beaucoup plus serein qu'au début? Ouais, je dirais que j'ai peut-être plus de confiance que je n'en avais avant, même si avant de partir, j'avais voilà fait beaucoup de voyages en Europe, j'avais fait des milliers de kilomètres en autostop, mais c'était qu'en Europe. Donc là maintenant, j'ai la confiance de savoir que l'autostop marche même en dehors de l'Europe, ce qui était pas une certitude, parce que l'autostop c'est quelque chose d'européen ou d'occidentaux à la base. Donc voilà, et puis je me suis dit bah attends, j'ai réussi à faire maintenant 29 000 kilomètres, donc bah en faire 50, 100, 200 de plus, c'est rien du tout. Et en fait ça c'est vraiment une grande confiance en exagérant, tu sais, c'est un peu comme les équipes de foot qui gagnent chaque match, et bah ça leur donne, c'est un moteur, c'est une confiance, et ça m'aide énormément. Et j'ai vu que bah en France ou en Europe, je faisais de l'autostop avec des voitures. En Inde, bah, je faisais avec des fois j'étais sur l'arrière des vélos, des fois sur des scooters, des fois sur des camions, tout type de véhicules. En Thaïlande, c'était à l'arrière des pick-up. Au Laos, c'était des camionnettes, voilà, avec des normes de sécurité plus que discutables, etc. Et j'ai vu qu'à chaque fois ça se passait bien, qu'il y avait des gens gentils qui étaient prêts à me prendre en autostop, peut-être pas tout le monde, mais je trouvais des gens qui me prenaient. Et pour moi, c'était ça le plus important. Et je sais que maintenant, je vois que ça marche partout, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays. Et je me dis que ouais, il y a plus rien qui m'empêchera d'arriver à mon objectif. Tu peux nous rappeler combien de transports t'as fait? Et d'ailleurs, si t'as une petite répartition par rapport camion, voiture, camionnette, scooter. Ouais. Donc je dirais que il y a donc sur 29 000 kilomètres, je vais être aux alentours entre 600 et 700. J'ai le compte exact, mais pas sur moi. Donc voilà, 600, 700 véhicules, ce qui est pas si mal car ça fait 2-3 par jour. Sachant qu'il y a une journée en Inde où j'ai eu 28 véhicules différents parce que en Inde c'est beaucoup de deux roues, mais des fois les Indiens sont très gentils, ils s'arrêtent beaucoup, mais en fait ils s'arrêtent très facilement, je veux dire, mais des fois ils font des petites distances, donc bah en 1 heure il y a 10 personnes qui me prennent, mais à chaque fois pour 500 mètres, donc on n'avance pas énormément, mais voilà, je dirais que la répartition c'est quand même majoritairement des véhicules. Après il y a certains pays où par exemple les camions peuvent pas prendre du fait des histoires d'assurance. Certains pays, bah, en Inde, je sais que les camions ils vont pas très vite, ils sont assez lents, mais ils font des très grandes distances. Donc je peux identifier un camion qui va par exemple faire, c'est ce que j'ai fait 1 ou 2 fois, un camion qui fait 1500 km dans une direction. Et puis en fait, comme ils sont deux à se relayer, bah, je peux dormir dans le camion et comme ça j'avance même la nuit. Donc c'est pas mal. Donc pour la répartie, bah voilà, il y a eu 2 bateaux pour traverser entre l'Italie et l'Albanie et un bateau entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Je pense qu'il doit y avoir au moins 2 tiers des véhicules qui sont des voitures.
Les camions, c'est pas énorme, mais à chaque fois, c'est des grandes distances. Donc peut-être qu'en nombre, c'est pas énorme, mais en termes de kilomètres, c'est énorme. Et des scooters, il doit en avoir aussi beaucoup, mais les scooters, c'est généralement pour sortir des villes ou pour faire des petites Et distances. toi, tu as cette petite spécificité, c'est de noter une phrase ou quelque chose qui te fait penser au transport que tu as pris pour te rappeler de ce petit moment. C'est un petit conseil Tout à fait. que j'utiliserai moi aussi. Je trouve que c'est pas mal pour ceux qui veulent faire de l'autostop parce que des fois, c'est vrai que on a du mal à se souvenir, même si on a une bonne mémoire, se souvenir de 700 personnes, c'est difficile. Mais avec cette petite phrase, bah voilà, ça me permet de me remettre. Ça peut être des détails marquants, comme par exemple quelqu'un qui a une voiture exotique, quelqu'un qui a une histoire incroyable, un caractère qui me spécifique, etc. Mais voilà, ça me permet ensuite de me replonger, de me souvenir des bons moments passés avec les personnes. Alors, tu es très actif en ligne. Moi, je t'ai connu sur LinkedIn, mais j'ai vu que tu es aussi sur YouTube Short et sur TikTok. Tu as un blog qui est très fourni et c'est pas des articles de 2 minutes, on parle plus d'articles de 5 à 10 minutes. Est-ce que tu prends le temps de vivre l'aventure pleinement? Est-ce que t'es pas toujours en train de penser au prochain article? Je dis ça parce que dans certains voyages, moi je fais un petit peu des vidéos, et dans certains voyages, je pensais qu'à ma vidéo, et finalement je me disais, est-ce que j'aurais pas plus profité de l'instant présent si j'avais pas eu cette vidéo qui me donne des souvenirs plus tard? Comment tu vois ça, ta gestion des réseaux sociaux? Euh, Pas spécialement parce que je pense peut-être j'ai trouvé un format après les vidéos sur TikTok ou YouTube. Il y a peut-être plusieurs vidéos, mais c'est pas des vidéos qui demandent un grand effort de montage ou de réflexion. Donc, ce qui fait que ça peut prendre un temps assez limité. Bah, par exemple, c'est une vidéo, je suis dans un marché, je parle pendant 30 secondes sur le marché, je vérifie un petit peu si le son est bon. Ensuite, je fais deux, trois plans de 4-5 secondes du marché, puis ensuite je fais le montage. Et ce qui fait que, genre, en exagérant, en un quart d'heure, j'arrive à faire trois vidéos entre le filmer et les monter. Donc les vidéos, ça prend pas tellement de temps. Peut-être des fois quand j'essaye de faire des vidéos résumées, des vidéos récapitulatives, ça prend plus de temps. Surtout que moi, je pense, je sais pas si t'es au courant, mais j'étais pas du tout sur les réseaux avant. Ce qui fait que j'ai découvert Instagram pour ce voyage, etc. Et j'ai dû apprendre comment on pouvait faire des vidéos, trouver des logiciels, un peu de montage, etc. Donc je m'y connais vraiment pas là-dedans. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de vidéos récapitulatives entre guillemets, ce qui pourrait être très intéressant, mais peut-être parce que c'est moins mon domaine. Et donc moi, je préfère peut-être plus m'investir sur le blog écrit, et avec le site internet où là j'aime vraiment bien l'écrire et plus partager. Ça peut-être qu'on en parlera après. Il y a peut-être un but aussi sous-jacent à cela, mais voilà, j'aime bien écrire. Donc des fois, c'est sûr, ça me prend du temps. Après, moi, je suis quelqu'un peut-être d'assez actif, un peu hyperactif, même trop. Et en fait, en faisant peut-être ces vidéos, en faisant ce blog, ça me permet également de me poser, de me reposer. Et il y a peut-être d'autres choses qui me prennent du temps, comme le projet avec les écoles, le projet avec certains journalistes, etc. Donc en fait, tout ça, ça prend peut-être du temps, mais je trouve que c'est un bon moyen de partager avec, bah voilà, que ce soit les Liverdunois, mes amis, ma famille, etc. Les personnes qui m'ont fait confiance pour me soutenir, que ce soit moralement ou financièrement. Et je trouve ça intéressant de partager tout ça. Donc ça prend peut-être du temps. Après, ça reste assez limité. Des fois, je vais être peut-être à la bourre et en une demi-journée, tous les 10 jours, je rattrape entre guillemets. Je pense voilà, ça me prend une journée ou une demi-journée tous les 15 jours. Donc en cumulé, bien sûr. Donc ça va. C'est peut-être des fois plus sur même si ça prend pas beaucoup de temps, c'est peut-être se dire ah bah tiens, faut que j'essaye ça fait 2 jours que j'ai pas fait une vidéo, 2 jours que j'ai pas fait quelque chose. Ça pourrait être pas mal de mettre quelque chose sur les réseaux, c'est peut-être plus ça. Mais voilà, c'est quand on vit une aventure, il y a beaucoup de choses qui sortent du commun. C'est bête, hein, mais juste aller au marché et expliquer qu'on a vu des poules, qu'on a vu des anguilles, qu'on a vu des cochons qui se baladent dans des sacs plastiques, bah voilà, ça peut intéresser les gens, hein, alors que ça prend pas un énorme temps. Et le projet sous-jacent dont tu parles, c'est donc l'écriture d'un livre potentiel où tu as déjà écrit quelques pages? Tout à fait, ouais. Donc en fait, ce que j'aimerais bien, c'est voilà, ça serait écrire un livre. Moi, j'adore écrire, et c'est peut-être pour ça que les écrits du blog sont d'un autre niveau comparé aux vidéos TikTok ou ce que je peux mettre sur Instagram. Tout simplement parce que voilà, je préfère faire ça et je préfère m'investir dans un truc que j'aime, même si il y a moins de gens qui vont sur le blog. Donc je trouve ça peut être intéressant. Je me sens plus à l'aise avec les mots. Voilà, j'aime bien la littérature et je trouve ça peut être intéressant de retranscrire cette aventure qui pour moi c'est difficile à retranscrire dans la vidéo parce qu'en fait le problème de la vidéo c'est que je me dis bah, par exemple si je vis un moment génial avec une personne,
je préférais vivre le moment. Alors qu'en fait, si jamais je voulais faire des belles vidéos, il faudrait plutôt filmer. Mais je trouve que ça dénaturerait un peu le moment. Donc, l'avantage d'écrire, en fait, c'est qu'on peut écrire a posteriori. Et c'est pour ça que même si je suis très souvent hébergé chez Habitant, j'en suis très souvent avec des gens, il n'y a pas trop de séquences filmées parce que filmer la maison des gens, je trouve que des fois ça peut être un peu déplacé. Filmer les gens quand ils sont en train de manger ou qu'on passe un moment, ça peut peut-être être un peu déplacé. Alors que pour moi, relater tout ça à l'écrit est plus facile. Et aussi, ça laisse place à l'imagination des gens et ça arrive peut-être plus facilement à se créer un univers comme pour certains endroits d'Inde ou certains endroits du Laos où avec les mots, je trouve qu'on peut plus facilement se projeter. Absolument. En tout cas, ton blog est très complet et très bien écrit. Poucepour1.com, donc pouce pour en toutes lettres et 1, le chiffre 1.com. Dans un de tes articles, justement, tu parles d'une agglomération tentaculaire d'Inde et tu dis Oui. « En ce lieu, je suis le centre de l'attraction. Tout le monde me fixe, me hurle dessus ou me le klaxonne. Les motards s'arrêtent pour prendre des selfies. Les mendiants me courent après pour une pièce. Les vendeurs à la sauvette m'empoignent le bras tous les 30 mètres. J'étouffe. La pauvreté s'exhibe dans toute sa cruauté, l'insalubrité atteint des sommets inimaginables et les villes regorgent de millions d'âmes qui entament chaque jour dans l'incertitude du contenu de leur prochain repas. » Bon, je trouve ça très bien écrit, je m'y voyais avec toi et j'ai déjà connu ce genre d'endroit où on étouffe, quoi. Ça a soulevé en moi deux questions. La première, c'est comment on sort de là ? Parce que quand on est en Inde, c'est pas juste un marché un peu oppressant. Là, c'est vraiment sur des kilomètres et des kilomètres qu'il y a cette scène. Comment tu fais pour faire du stop à partir de cet endroit avec tout le monde autour de toi ? Ouais, l'Inde, c'est très particulier. Donc, faut savoir que ça, ce que je décris, c'est peut-être, c'est un peu pathos, mais c'est le plus extrême de l'Inde entre guillemets. Faut savoir que dans le sud de l'Inde, il y a des États où, quand je dis un État en Inde, c'est peut-être 50 ou 100 millions de personnes qui sont bien plus riches que les Italiens ou que les Grecs, parce que voilà, c'est là où ils ont toute l'informatique mondiale. C'est là où est né le patron de Google, c'est là où est né les sous-patrons d'Amazon, etc. Donc il y a vraiment des régions d'Inde qui sont très riches, qui sont très développées. Et parce que voilà, les gens quand ils pensent à l'Inde, ils pensent à ça. Non, ça c'est un cliché. C'est surtout l'Uttar Pradesh qui est la région la plus pauvre de l'Inde, qui compte 300 millions de personnes. Hein. C'est gigantesque. Mais en même temps, quand on parle de l'Inde, tout est gigantesque. Donc ça, c'est extrême. Donc comment sortir de là? C'est difficile. Donc généralement, ça dépendait des cas. Soit la ville était vraiment trop grosse et des fois je prenais le métro pour avancer un petit peu dans l'agglomération et ensuite je tendais le pouce. Ou alors généralement, ce que je faisais plus vers la fin de l'Inde, en fait, le stop est un peu, on pourra l'expliquer après, mais le stop est tellement facile en Inde que je tendais mon pouce et en 30 secondes les gens s'arrêtaient et voilà, ils m'avançaient. Le concept d'autostop, c'est ça qui m'a surpris et est très bien compris en Inde. Et il y avait toujours, je trouvais, toujours en 30 secondes des gens qui m'avançaient. Bon, des fois c'est pour 500 mètres, c'est un peu frustrant, mais des fois c'est 2-3 kilomètres. Et même si les villes, des fois, elles font 25 kilomètres, et à force de 4, 5, 6, 7 personnes qui avancent de 500 mètres, 2 kilomètres, etc. Et ensuite, je trouvais la voiture qui allait dans la ville 300 kilomètres plus loin et c'était gagné. Ouais, donc tu disais en Inde, c'est facile de trouver, parce que c'était ma question d'après. Tu disais même que les étrangers sont des dieux, pour certaines personnes, sont considérés comme des dieux. Du coup, toi, ça te facilite les transferts, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi horrible que ça puisse paraître. Donc voilà, c'est tout avec le système de caste de l'hindouisme, etc. Et c'est pour ça que les hindous veulent prendre beaucoup de photos avec les étrangers parce que déjà ils sont très contents, ils sont très hospitaliers. Mais aussi c'est parce qu'il y a certaines castes qui les considèrent comme des dieux. Et donc en fait, ouais, il faut se mettre en France. Je pense que maintenant un peu moins parce que les gens sont moins croyants. Mais je pense qu'en l'an 1000 Jésus, il aurait voulu faire du stop en France, voilà, tout le monde se serait arrêté pour lui. Et c'est aussi fou que ça puisse paraître. Ouais, ça joue beaucoup. Les gens sont très bienveillants, très gentils, même un peu trop vis-à-vis des étrangers parce qu'ils vont être extrêmement gentils avec les étrangers, mais avec les plus pauvres, ils vont être être extrêmement cruels. Mais du coup, pour l'étranger que je suis, en plus, voilà, j'ai la chance d'être grande, d'avoir, voilà, on voit que je suis pas indien, et ça a aidé grandement. Quand tu parles d'être Jésus, c'est pas de la prétention de ta part, c'est des gens qui t'ont dit tu es un dieu pour nous, c'est ça ?
Oui, 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 tout à fait. On me l'a dit voilà de nombreuses fois. On me l'a expliqué beaucoup. Il y a même une fois, ça m'est arrivé dans un village. Les gens ont réellement pensé que j'étais Jésus parce qu'ils n'avaient jamais vu d'étrangers de leur vie et les seuls blancs qu'ils avaient vus c'était Jésus. Donc ça m'est arrivé aussi. Mais ouais, on me l'a déjà expliqué. Et voilà, c'est peut-être un peu comme les Mayas ou les Aztèques qui pensaient que les dieux arriveraient par la mer. Et là, voilà, dans l'hindouisme, c'est très ancré. Et donc, c'est très gênant au début, mais ça permet, voilà, de comprendre la culture. C'est incroyable comme histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en général dans ce voyage? J'ai l'impression que tu avais un peu sous-estimé le poids de la religion dans la vie des gens. Tu en parles quand tu sors Tout un à petit peu fait. de ce monde. Est-ce que c'est ça qui t'a le plus surpris? Oui, tout à fait. C'est qu'il y a la religion, on se rend compte que aller en exagérant, hein, dès qu'on sort de la France, même des gens d'Italie, on le voit, c'est la religion, c'est une part inséparable des gens. Et en fait, ça explique tout le comportement des gens, de la culture, des habitants, etc. Et c'est un poids peut-être que j'avais sous-estimé, mais c'est qu'en fait, pour comprendre, par exemple, la culture de l'Ouzbékistan, eh ben, en exagérant, si on comprend l'islam, tout s'explique. Et pareil pour l'Inde, si on comprend la culture hindoue, on comprend voilà 90% de la culture indienne. Et c'est ça qui explique beaucoup des comportements, qui explique pourquoi dans des pays comme la Turquie, comme le Kazakhstan, comme l'Inde, qui sont hindouistes, qui sont bouddhistes, qui ont un très haut respect des étrangers, c'est très facile, c'est très accueillant. Puis à côté de ça, il y a les pays peut-être bouddhistes comme le Laos ou le Vietnam, où les gens vont être également très accueillants. Mais là, ça sera plus parce qu'ils sont contents de voir des étrangers. Il n'y aura pas cette notion de spiritualité du fait du bouddhisme. Et donc voilà, ça va également jouer sur les rapports humains. Donc ça, voilà, je pensais pas du tout, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Et par exemple, en Inde, quand les gens en fait ils font des voyages, c'est pour aller dans des temples. Il y a des gens qui sont prêts à s'entasser dans des bus, dans des trains, à pas dormir pendant 25 heures d'affilée pour traverser tout le pays, aller voir un temple pendant 2 3 heures et puis revenir. Et ça, c'est peut-être que ça nous dépasse. Ne serait-ce que quand on voit que bah les JMJ c'était au Portugal, c'était pas si loin et qu'il y a que 40 000 personnes qui y sont allées, ça donne un peu l'ampleur du phénomène. Alors qu'en Inde, je suis allé voir l'anniversaire du dieu Krishna, il y avait 8 millions de personnes qui venaient de tout le pays, donc c'était vraiment très imposant. Et tu as même eu la chance de rencontrer le Dalai Lama. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre du Dalai Lama? Oui, voilà, c'était un grand moment. Je venais d'arriver en Inde, un moment très très fort. Et en fait, j'ai fait la chance. Donc, je suis un peu arrivé par hasard, car même si j'organise certaines choses, il y en a certains qui sont un peu moins. En fait, quand je suis arrivé voilà tout au nord de l'Inde, il y a des gens qui m'ont recommandé d'aller dans cette ville, mais sans trop m'expliquer pourquoi. Donc, comme j'aime bien faire confiance aux gens, je les ai écoutés. Et en fait, je me suis retrouvé dans cette ville sans savoir que c'était la ville du Dalai Lama, Dharamshala, parce que dans ma tête, le Dalai Lama vivait au Népal. Ce qui est faux, mais voilà, c'est ce que je pensais. Et en fait, en arrivant dans cette ville, j'ai rencontré un franco-tibétain qui m'a hébergé pendant une petite semaine et également qui m'a appris qu'il y avait le Dalai Lama là, donc j'étais quand même comme un ouf. Et ensuite que dans des cas voilà un peu exceptionnels, on pouvait le rencontrer. Et donc du coup, je me suis dit bah ok, je vais essayer de candidater, j'ai essayé de faire un truc en lui expliquant mon voyage, en lui expliquant voilà. Et j'ai fait une lettre de motivation, tout un petit dossier pour essayer d'aller les rencontrer. Donc j'ai été accepté et j'ai pu, au bout de 4-5 jours, aller rencontrer le Dalai Lama, assister à un office en sa présence. Et c'était juste exceptionnel. Voilà, donc un petit groupe de 4-5 étrangers qui étaient là. Et j'ai pu échanger une petite minute avec lui, recevoir sa bénédiction. Il a pu bénir quelques objets à moi. Donc c'était vraiment un moment fort et donc je me souviens de chaque seconde, on va dire. Incroyable. Tu as fait plein d'autres choses incroyables. Je ne sais pas si on va pouvoir en parler, mais tu as été baigné dans le Gange aussi, qui est quelque chose de très sacré. Tu peux nous raconter cette histoire du Gange aussi? Oui, donc t'as dit le fleuve le plus pollué du monde. J'aimerais juste rectifier parce que du coup il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un fou, etc. Faut savoir que le Gange il est pollué lorsqu'il se jette dans la mer. Le Gange à la base c'est de l'eau de source qui vient de l'Himalaya et l'eau de l'Himalaya elle est pure. C'est au fur et à mesure qu'il se pollue. Donc moi je me suis baigné relativement en amont quand le Gange n'est pas encore tentaculaire, etc. Et donc même s'il est un petit peu pollué,
bah voilà, il est pas mortel ou pas très dangereux quoi. Pour en avoir bu quelques gorgées, c'est voilà, ça va. Donc juste pour rectifier ça. Mais donc oui, en fait, l'hindouisme considère huit rivières sacrées, dont le Gange qui est la rivière sacrée parmi les rivières sacrées. Et en fait, il y a toutes sortes d'ablations, toutes sortes de rituels, etc. qui se passent autour de Gange. Et j'ai eu la chance de participer à quelques-uns, notamment voilà deux personnes qui s'unissent devant le Gange. Donc c'est très émouvant. Puis voilà, d'un point de vue, en fait, ça se passe par la bénédiction d'une noix de coco, de colliers de fleurs. Ensuite, ils jettent du lait, etc. Ensuite, ils s'immergent dans le Gange. C'est très fort et de voir ouais toute l'importance qui est accordée à ce fleuve. Et puis c'est que les Indiens, bah c'est comme en exagérant nous avec Lourdes, c'est qu'ils achètent des jerrycans et des bidons pour aller pour collecter l'eau du Gange. Donc assister à tout ça, toute cette ferveur autour du Gange, c'était très très impressionnant. Et il y a également un peu plus loin, là à Varanasi, donc là le fleuve commence à être pollué puisqu'en fait c'est là où ils brûlent les gens et ensuite ils jettent les cendres des personnes décédées dans le Gange et il les brûle en fait voilà sur des bûchers, donc c'est très très impressionnant. Et ensuite il les jette et là ouais à partir de là on peut considérer que le Gange c'est un petit peu mort pour se baigner dedans, mais avant c'est je vous conseille voilà pour ceux qui veulent hein, mais c'est pas mortel de s'y baigner. D'accord, t'es pas si fou C'est que même ça. recommandé puisque c'est sacré en fait, donc on obtient la bénédiction du Gange en faisant ça. Ouais. Et le tout avec des milliers de regards qui te regardaient se baigner en se disant waouh, mais qu'est-ce qu'il fait là? On a peut-être jamais vu ça pour certains. Oui, tout à fait, parce que voilà, il y a beaucoup de. Déjà, l'Inde, c'est peut-être c'est, je pense, le pays le moins touristique, même s'il y a des touristes, en fait, il y a tellement de gens. Et puis, il y a des villes, ouais, il y a vraiment très, très peu de touristes, contrairement au Vietnam, qui est un des pays les plus touristiques que j'ai vu, mais même l'Ouzbékistan, même la Turquie, dans certains lieux, il y a un peu de touristes. Là, l'Inde, il y avait vraiment rien. Et donc, les gens étaient un peu épatés de voir un blanc voilà se baigner dans le Gange, donc c'était quelque chose. Mais moi j'adore l'Inde, c'est pour ça que peut-être que je suis resté aussi longtemps, mais ils sont tellement bienveillants et les sourires et les regards de voir que bah j'essaie de faire comme eux, de me baigner dans le Gange malgré ce que les occidentaux peuvent en penser. Ils étaient très honorés et très fiers que je respecte autant leur tradition et leurs coutumes. Alors dans cet art qui est l'autostop, d'ailleurs tu as fait un article sur l'art qui est l'autostop, on rencontre du monde et Oui. on rencontre du monde qu'on ne reverra plus jamais. Du coup, il y a des personnes qui se confient comme si t'étais leur psychologue parce qu'ils savent qu'ils te reverront plus jamais et parfois ils se confient plus que t'aurais pu avoir des collègues ou des covoiturages ou même de la famille qui se confient. Est-ce que toi, il y a des rencontres ou des histoires qui t'ont marqué de personnes qui t'ont pris en stop? Ouais, il y a quelques histoires qui sont touchantes. Donc faut savoir que même sur les 700 conducteurs, il y en a que très peu avec qui j'avais une langue commune. Donc si des fois on discute avec Google Traduction, etc., qu'on peut quand même avoir une conversation, ça sera peut-être pas aussi poussé que ce genre de pas de psychologie, mais un peu de relationnel avec les gens. Donc il y avait ouais quelques personnes qui m'ont prise en autostop, avec qui voilà avec des personnes qui étaient un bilingue en anglais, que j'ai eu cette chance. Donc là on peut avoir une vraie conversation. Donc ouais, comme par exemple une personne qui a fait une opération, je sais plus si c'est du cancer ou quelque chose comme ça, et qui part dans un autre pays faire l'opération, mais qui veut pas dire à sa famille, et du coup elle veut savoir que bah, ça lui fait du bien d'en parler parce qu'en fait c'est des choses qu'elle peut jamais en parler parce qu'elle va pas en parler à sa famille, elle va pas en parler à ses collègues, mais d'en parler à un inconnu, ça lui a fait beaucoup de bien. Il y a également des personnes une personne, c'est un grec qui se tuait au travail, qui voyait jamais son enfant, et en fait il s'est arrêté, il m'a demandé mon âge, et en fait la chance que j'ai eue c'est que j'avais exactement l'âge de sa fille, et donc du coup il m'a tout de suite pris, et voilà, il faisait vraiment le parallèle entre ma vie et la vie de sa fille, peut-être qu'il n'avait pas vraiment vu grandir, je sais pas, parce qu'il était vraiment très 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 occupé au travail. Également voilà une personne remarquable en Turquie qui a perdu sa maison et qui, du fait du tremblement de terre, j'y suis allé 3, 4 semaines après, mais qui a quand même été d'une extrême gentillesse, qui m'a fait visiter la région, qui m'a même donné de l'argent à la fin, c'est pour dire. Donc ouais, il y a des personnes des fois qui se livrent.
Après, il y a des personnes dans l'autostop. Moi, je rencontre également des personnes des fois qui m'invitent chez elles, mais c'est des personnes que je vais rencontrer spontanément dans la rue, que je vais rencontrer dans des associations, etc. Donc, il y a également d'autres rencontres comme ça qui se créent, même si l'immense majorité c'est par l'autostop. Mais c'est vrai que je trouve que l'avantage de faire des rencontres éphémères, c'est on se confie plus et on vit quelque chose qui est peut-être plus unique de ce point de vue-là. Et les relations avec les personnes sont tout aussi intéressantes car elles ont rien à perdre, elles veulent juste discuter, juste apprendre des conseils ou juste se livrer. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ce genre de rencontres et d'invitations, avant de partir, tu te disais que c'est des choses qui arrivaient que à des Ludovic Blair ou tu savais que ça allait t'arriver aussi? Parce que moi, en t'entendant, je me dis que tu as eu de la chance d'être invité pour un repas, mais que moi, ça m'arriverait pas, tu vois. Tu pensais ça aussi ou... Je pense qu'il faut peut-être se donner les moyens. Après, ça dépend des pays. Peut-être que, je sais pas, hein, mais en Europe, on est peut-être un pays, l'endroit du monde où c'est peut-être le moins hospitalier entre guillemets. Mais dès qu'on arrive dans les pays, pour l'instant, je parle de ça parce que j'ai fait surtout les pays musulmans et hindous. Et là, l'autre, soit c'est un envoyé de Dieu dans le Coran, donc pour les musulmans, soit c'est quasiment un dieu pour les hindous. Et ce qui fait qu'il y a, bah ouais, c'est un honneur de prendre une photo, mais c'est un honneur de l'inviter à prendre un thé, c'est un honneur de l'inviter. Ce qui fait que les invitations pleuvent. Et donc en fait, je pense que cette convivialité peut-être qu'on peut ressentir du point de vue du voyageur dépend également grandement des pays. Puis contrairement, là je suis arrivé au Laos, donc là peut-être faut un peu plus forcer la main, peut-être un peu plus d'expérience, trouver les bonnes personnes aussi. Mais au Laos où les gens sont extrêmement réservés, où on pose pas trop de questions, on pose pas de questions parce qu'on a peur de déranger, où les gens sont introvertis par nature, où jamais on invitera quelqu'un à dormir chez lui parce qu'on aura peur que c'est pas assez bien, etc. Là, il faut composer un peu avec ça, mais ouais, ça dépend grandement des pays. Et puis une fois qu'on a peut-être passé le cap de une nuit invitée spontanément chez l'habitant ou un repas invité spontanément chez l'habitant, on a plus ce blocage mental et on fait facilement les rencontres. Et ça, c'est vraiment super. Mais oui, moi au début, je pensais aussi que ça serait vraiment pas possible de faire comme Ludovic et je me rends compte que voilà, avec de la motivation, tout est possible. En proportion, t'as fait la moitié dans des hôtels hostels ou on est à moins de la moitié? Je sais, ça dépend des pays en fait. Ça dépend les pays. Je pense que en fait, les gens ils pensent généralement c'est soit invité chez l'habitant, soit en hôtel ou en auberge. Mais en fait, moi, il y a plein de types d'hébergements. Des fois, il y a par exemple, attends, je compte juste. Il y a par exemple 4 nuits où en fait j'ai dormi à l'arrière d'un camion qui roulait. Donc il y a par exemple il y a 4 nuits comme ça. Il y a également une dizaine de nuits où je dors où j'ai dormi dans des restaurants. Donc là je mange chez eux puis je dis bah voilà est-ce que c'est possible de mettre mon matelas et de repartir demain matin etc. Des fois c'est accepté. Il y a également ça m'est arrivé également une dizaine de fois des gens qui m'invitent en autostop qui trouvent que chez elles c'est pas assez bien et qui m'offrent l'hôtel. Également des personnes qui m'invitent spontanément chez elles, comme ce qu'on peut généralement penser. Mais des fois, c'est des personnes qui me disent, bah attends, va dormir dans le temple, va dormir dans cet hôpital cet hôpital parce que il y a un peu de place, il y a pas trop de malades, etc. Donc en fait, il y a tout type d'hébergement possible. Donc si la question c'est hôtel en termes hébergement payant, je pense que ouais, ça doit être ça dépend les pays, mais aux alentours de la moitié. Des fois aussi, ça fait du bien de se reposer. Et puis, par exemple, au Vietnam, quand pour 2 euros ou 3 euros, on peut avoir une chambre privée, des fois, ça fait du bien de prendre une bonne douche, de faire une bonne nuit, de se reposer. Parce que lorsqu'on est dans des hébergements gratuits, bah voilà, il y a peut-être une contrepartie, c'est peut-être plus éprouvant aussi. Donc quand j'étais en Inde, par exemple, c'était 2 tiers. 2 tiers de mes nuits, c'était en hébergement non payant. Je pense que c'était le record. Il y a même 15 jours où j'ai pas payé l'hébergement, où j'ai vraiment été chanceux pendant ces 15 jours et où j'étais vraiment dans les zones les plus reculées de l'Inde et c'est là où j'ai trouvé les gens les plus gentils et les plus hospitaliers. Mais sinon voilà, après il y a des endroits touristiques où là les personnes ne comprennent absolument pas le fait que je veuille pas prendre un hébergement. Bah voilà, par exemple à Hanoï
soit on connaît des gens, mais il y a tellement d'hôtels. Et puis, si on demande de dormir dans des tentes sous les tables des restaurants, ils vont penser qu'on vole, entre guillemets, les gens qui ont des chambres d'hôtes, etc. Donc ça, c'est une technique qui marche que dans des lieux reculés où le restaurant, c'est un peu la seule option. Mais voilà, il y a plein de possibilités. En toile de tente, j'en ai pas parlé. Des fois, même avec le matelas, même le sol, parce qu'il fait beau et que je suis dans des endroits en pleine nature. Donc ouais, les hébergements, c'est quelque chose auquel j'accorde de l'importance, et je pense que environ un peu moins de la moitié des nuits, c'est des hébergements payants, un peu moins. Et donc tu parlais de trouver une chambre solo à Hanoï par exemple. Est-ce que ton aventure en solitaire elle laisse de la place à la solitude? Est-ce que tu te sens seul parfois ou le fait que tu sois toujours avec quelqu'un dans une voiture ou toujours invité avec quelqu'un, t'as pas ce sentiment? Comment c'est? Non, je n'ai vraiment pas ce sentiment. Ouais, non, puisque en fait, bah, quand tu fais de l'autostop, des fois, après la solitude, des fois, je suis content aussi d'être seul dans ma chambre, etc. Mais la solitude, ouais, elle est assez rare parce que, tu vois, par exemple, tu prends juste, bah, le transport, je suis en stop, bah, je suis avec les gens. Donc, des fois, je parle pas beaucoup parce qu'il y a la barrière de la langue, mais voilà. Mais tu prends les hébergements, bah, soit je dois, à part une ou deux fois en Inde, parce qu'il y avait pas, c'était dans la légalité, la législation que les étrangers devaient s'enregistrer dans les hôtels. Sinon, je suis dans des guest house, donc des chambres d'eau. Donc là, c'est un peu chez l'habitant où t'as les enfants qui viennent te réveiller à 7 heures du matin, etc. Ou alors t'es dans les auberges de jeunesse où il y a plein de gens avec qui discutaient, ou alors dans les tables des restaurants, bah du coup je discute avec le fils du restaurateur qui parle un peu anglais, etc. Je me sens pas du tout seul. Et donc même si je trouve ça qui est formidable, même si c'est une aventure en solitaire, je ne ressens pas la solitude. Et des fois même j'en ai un petit peu besoin. Mais voilà, je visite une ville une journée seule et puis voilà, ça me suffit. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer des gens. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Mhm. Est-ce qu'il y a un pays où tu as été et tu sais que tu reviendras avec plus de budget sans faire du stop et pour faire une découverte plus touristique ou à passer plus de temps en tout cas dans ces pays-là? Ouais, il y a peut-être la Turquie que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait 17 pays depuis le début, et je pense que la Turquie figure dans le top 5, c'est sûr, et peut-être dans le top 3. Et il y a toute une partie de la Turquie que je voulais faire, mais par manque de temps en fait, parce qu'il y a eu le tremblement de terre, et du fait du tremblement de terre, en fait, j'ai dû changer mon itinéraire parce qu'il n'y avait plus les routes, les maisons étaient dévastées, donc je pouvais plus passer par cette zone. Ce qui fait que j'ai dû faire des détours, et je pouvais plus passer par toute la côte en fait méditerranéenne de la Turquie. Si tu vois, moi j'ai fait une encoche pour aller au site de la guerre de Troie, la ville de Troie que je voulais absolument visiter, mais ensuite j'aurais bien voulu en fait descendre toute cette côte jusqu'à Antalya. Et ça m'aurait pris voilà peut-être 10-15 jours, et j'avais plus trop ce temps. Donc voilà, je sais que j'aurais bien voulu faire ça. Il y a toute une partie du Kazakhstan, Kazakhstan où c'est également un pays vraiment coup de cœur, que j'aimerais bien faire, toute la partie ouest, nord-ouest un peu, où c'est le Kazakhstan, mais en fait c'est peuplé par des Russes parce que c'est l'ethnie russe. Et donc ça, je pense que c'est aussi une très belle mentalité que j'aimerais bien visiter. L'Inde, voilà, j'ai passé 4 mois, j'ai fait quasiment tout à part les régions qui sont en guerre civile. Donc là, j'aurais pas même si j'ai adoré, que c'est le pays préféré de loin, je me dis que j'ai bien fait le tour. Mais sinon, voilà, il y a encore plein de pays à visiter dans le monde. Donc je pense que je préférerais découvrir de nouveaux pays que de visiter un ancien pays, même si c'est un pays que j'adore. C'est exceptionnel, ça a l'air si facile. Ah oui, j'ai fait le tour de l'Inde en stop. Et justement, en termes de facilité, je pense que tu arrives dans le dur. Là, c'est le moment où il faut trouver des bateaux. Ton île Ouais. au large de la Nouvelle-Zélande, tu penses qu'il y a des bateaux qui y vont? T'as regardé un petit peu, et même pour traverser l'Indonésie, c'est une région que t'appréhendes ou pas, cette région? Ouais, un petit peu, parce que le bateau stop, bah voilà, je sais trop jamais ce que ça va faire. Moi, j'ai également cette date butoir de rentrer fin juin, parce que je suis passionné de sport et je veux à tout prix faire les Jeux Olympiques. Et contrairement à Ludovic Hubler, bah, qui s'est dit, bah moi, si j'attends 2, 3 mois, 4 mois à Dakar, je m'en fiche. Moi, c'est moins le cas. Donc, ouais, il faudra voir. En plus, j'ai aucune connaissance en voile, je sais même pas si c'est la saison de machin. Donc ça, il faudra voir. Si jamais je suis trop court, bah voilà, j'aimerais pas, mais je prendrais peut-être
soit je paierai une place sur un cargo, même si j'ai pas trop envie, ou alors un petit avion. Mais voilà, la partie bateau stop va être difficile. Bah déjà, en fait, ne serait-ce que faire du stop en Asie du Sud-Est, le concept n'existe pas. C'est un pays où un tiers de la population vit du tourisme. Donc les gens, bah même si pour être gentils, il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils volent entre guillemets leurs potes qui pourraient être chauffeurs de bus, qui pourraient être chauffeurs de taxi, qui pourraient être conducteurs de train, etc. Donc c'est déjà assez difficile. Mais ouais, je pense que la partie bateau stop, ça va être un joyeux, ça va être très compliqué, mais je pense que j'ai encore 3 4 mois le temps de visiter la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie avant de vraiment choper un bateau pour arriver en Australie. Donc ouais, j'ai encore un petit peu de temps. J'avais essayé de trouver les bateaux, je m'étais renseigné, j'avais trouvé plus ou moins un bateau, mais il y a eu des incidents entre l'Inde et le Sri Lanka que je devais aller au Sri Lanka et ça a été annulé. Donc ouais, le bateau stop, ça va être difficile, mais ouais, c'est ce que disait Ludovic Hubler, je crois, c'est que l'autostop, c'est lui dit une affaire d'heures. Moi, je trouve que c'est une affaire de minutes, c'est des dizaines de minutes, mais d'attente, alors que le bateau stop, c'est une histoire de semaines ou de mois. Donc c'est pas la même ampleur. Ben, on en parle justement dans l'épisode précédent qui est par rapport à la transatlantique et on est avec Estelle qui a attendu pendant 2 mois son bateau pour traverser l'Atlantique. Tu vas arriver à ton objectif, je te le souhaite, d'ici quelques mois. À part aller aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu veux faire après cette histoire? Tu vas écrire un livre et après tu vas trouver un petit travail à Paris et te poser ou tu vas en faire quelque chose et faire des conférences comme Ludovic Hubler par exemple? Ouais, bah, je pense que vraiment le livre, j'adorerais faire ça. Peut-être faire en parallèle l'écriture du livre. Donc je commence à avoir les idées pour pas juste compiler les articles de blog. J'aimerais bien trouver quelque chose de différent. J'ai quelques pistes pour voilà, car je me dis même si par comparé à d'autres personnes qui font des voyages, etc. Moi j'ai eu la chance de faire ça. J'avais tout juste 22 ans quand je suis parti. Donc c'est pas non plus tout le monde qui fait ça aussi jeune. Donc je pense ça me change d'autant plus. Et je pense il y a également tout cet angle qui peut être intéressant pour le livre, c'est de faire des conférences, motiver les gens à faire l'autostop, mais également, moi, ce qui m'intéresse, c'est véhiculer les valeurs de l'autostop. L'autostop, c'est quoi? C'est la bienveillance, c'est ne pas avoir peur des autres, c'est être tolérant, c'est être persévérant, c'est être patient, c'est sourire à des inconnus, c'est essayer d'être compréhensif. C'est tout ça l'autostop et je trouve que c'est des valeurs, même si on fait pas de l'autostop, qui sont essentielles pour vivre en société. Et je pense que ça pourrait être intéressant de les partager. Et puis ouais, aussi ce que j'ai réussi, c'est à financer ce voyage, pas par de l'argent personnel, mais par des sponsors. Donc je me dis, bon, ah, si j'ai réussi à me faire payer un premier voyage, payé entre guillemets, parce qu'il y a des contreparties, etc. Par exemple avec les confiseries Bobion, avec les écoles de mon village que j'appelle, etc. Avec d'autres entreprises et d'autres instituts. Ça fait quand même un petit peu des contreparties, mais je me dis pourquoi pas essayer de créer un autre projet et vivre une autre aventure. Je pense que déjà j'aurais besoin de me poser au moins 6 mois pour bah voilà, profiter des Jeux Olympiques, profiter de ma famille, profiter de mes nièces qui grandissent, écrire le livre, faire les conférences. Mais après voilà, je sais pas si je me vois commencer un travail entre guillemets d'ingénieur ou si je me vois repartir à l'aventure. Ça, j'ai encore le temps et voir quelle sera ma mentalité lorsque je serai arrivé aux îles Chatham. Tu peux avoir un petit mot sur les écoles pour qu'on comprenne un petit peu c'est quoi, tu t'appelles des écoles et il y a des élèves qui suivent ton parcours, c'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait avec deux écoles. Il y a les deux écoles de mon village, dont l'école où je suis allé quand j'étais petit. Il y a un lycée à Paris et également différents offices, succursales entre guillemets des Restos du Cœur, parce que les Restos du Cœur ils donnent de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin, mais également ils font du soutien scolaire ou des choses comme ça. Et ça, et avec quelques bénévoles des Restos du Cœur, du coup, ils utilisent l'aventure, ils utilisent les cartes, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et donc avec les écoles en particulier, où là, il y a je leur transmets des mails, je leur envoie des cartes postales, des petits objets, etc. Des pays que je traverse. Et également, surtout, je leur en fais une visio ensemble d'environ 1 heure, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, pour leur parler de mon quotidien, mais leur parler également du quotidien des enfants qui ont leur âge mais qui sont à l'autre bout du monde, parler des différences culturelles, parler des pays, parler des religions, parler des climats. Et ça, c'est juste génial pour les enfants, car ouais,
Tu vois, par exemple, les enfants, ils savent quelle monnaie on va utiliser en Géorgie, ils savent quelle est la capitale du Kirghizistan, ils savent que l'Inde, il y a un désert à l'ouest et que à l'est, bah voilà, c'est des fleuves, machin, qu'au nord, c'est l'Himalaya. Ils connaissent la géographie, ils connaissent les cultures, connaissent les traditions. Et ça, je trouve, c'est juste fantastique. Et ça leur apporte, outre toutes ces connaissances, une ouverture, une tolérance que beaucoup d'enfants de leur âge n'auraient pas. Et ça, c'est génial. Et moi, j'adore les enfants. Les faire voyager, c'est vraiment très appréciable. Ouais, c'est super pour eux. C'est vraiment super. Merci beaucoup Lucas pour cette aventure, cette inspiration et pour notre échange. Je vais continuer à suivre et tu me donnes envie de partir dès maintenant prendre le large. J'ai une petite question. Est-ce que entre la France et le point le plus éloigné du monde, papa, maman, tout va bien? Tout va très bien. Merci encore Lucas de Pouce pour un. De rien, c'était un plaisir de participer. Alors je pense qu'il y a plusieurs façons de réagir avec ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, peut-être qu'elles n'écoutent pas ce podcast d'ailleurs si c'est ce genre de personnes, mais peut-être que vous vous êtes dit « Oh l'angoisse, hors de question que je fasse ça » et que ça vous attire pas du tout parce qu'on parle quand même de passer de longues heures au bord de la route. On parle, il a dit, je sais plus, une vingtaine de voitures en une journée en Inde, une vingtaine de scooters. C'est pas des conditions super confortables. On est parfois seul, on est parfois jamais seul, on est parfois sous une table d'un restaurant. C'est pas les choses qui peuvent donner le plus envie. Sauf qu'en parallèle, on l'a entendu, on le sait, on se fait inviter chez des personnes, on rencontre du monde quotidiennement, on entend des histoires vraiment fortes. Il en a pas parlé, mais il a des histoires vraiment fortes au moment des tremblements de terre qu'il y a eu en Turquie. Voilà, on a ce genre d'expérience qui nous nourrit. En fait, c'est un peu une rencontre avec l'humanité. Et comme il disait, c'est sourire à n'importe qui, c'est prendre son temps pour discuter, c'est découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Le tout, en plus, bon, c'est bien aussi sans payer de transport. Moi, c'est cette partie-là que je retiens surtout sur ce que nous a raconté Lucas. En tout cas, ce qui fait, je trouve ça super inspirant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a inspiré, si vous avez déjà testé le stop et si jamais vous avez envie de le tester depuis que vous savez que quelqu'un est capable d'aller au bout du monde simplement en stop. Merci et bravo à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.